Madame, monsieur, je disais tout à l'heure, on est plus dans le traditionnel avec vous, mais vous allez certainement me démontrer qu'on ne l'est pas tant que ça. Économie suisse, c'est quoi ce machin, Christina? Économie suisse, c'est la fêtière des entreprises suisses et nous défendons les intérêts des entreprises, qu'elles soient petites, les PME qui sont l'essentiel de notre tissu économique, bien sûr aussi les plus grandes sociétés multinationales en particulier, dans tous les secteurs d'activité, à part les arts et métiers. Donc ce sont en tout 2 millions d'emplois, la force vive de ce pays. Alors, une petite touche là, on est début septembre, il y a toujours le grand raout d'économie suisse. Vous savez qu'on n'a jamais pu avoir Nicolas Hayek ici parce qu'il lui fallut déplacer le jour du forum. Et c'était toujours le jour du grand raout d'économie suisse. Alors, ce n'était pas possible pour lui. C'était le moment où on fait le point à la rentrée. Quelle est votre analyse à cette rentrée 2015 ? Alors, au risque de casser l'ambiance qui était si positive, en tout cas c'est ainsi que je l'ai ressenti pendant la matinée, le repas, eh bien effectivement il y a un certain nombre de nuages qui s'amoncellent sur le ciel helvétique. Le premier de vos soucis, eh bien évidemment c'est le Francfort, on ne peut pas ne pas en parler. Hélas, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, c'est une situation qui est appelée à perdurer. Nous ne devons pas nous attendre, en tout cas ce n'est pas le cas d'économie suisse, de nous attendre à ce que la Banque nationale remette un quelconque taux plancher. Donc une situation extrêmement difficile. J'ai eu l'occasion encore de discuter avec certains d'entre vous aujourd'hui. Dans beaucoup de secteurs, l'un de ceux qui souffrent le plus, ou disons qui le dit, parce que certains souffrent mais préfèrent ne pas le dire, eh bien c'est l'industrie des machines. Vous avez peut-être vu un sondage qui a été réalisé par notre membre suisse même. 30% des entreprises du secteur des machines s'attendent à être dans les chiffres rouges d'ici la fin de cette année. Et une entreprise sur 6 de ce secteur songe très sérieusement à devoir délocaliser une partie de ses activités en Europe et en particulier dans l'Europe de l'Est. Donc une situation tendue, mais au-delà, disons, de ce problème conjoncturel, je tiens quand même à souligner la différence par rapport à la précédente crise du Francfort, 2010-2011. Souvenons-nous, c'était un double choc, un choc de la devise, mais aussi un choc de la demande étrangère. Les États-Unis allaient très mal, ce n'est plus le cas aujourd'hui, fort heureusement. Et deuxième élément, eh bien, l'Europe était alors dans une récession. Aujourd'hui, on peut voir des signaux de reprise à confirmer encore sur la durée. Ce qui me fait dire que le Francfort restera une monnaie refuge, comme elle a déjà été le cas à plusieurs reprises dans son histoire, eh bien, c'est que le problème de la dette en Europe, de la zone euro en particulier, n'est de loin pas résolu. Et on a beaucoup parlé de la Grèce, mais la Grèce, c'est le moindre des mals. Pensez à la dette de l'Italie, la dette de la France. La Suisse est l'un des seuls pays européens non membres, je tiens à le souligner, qui respecte l'endettement fixé par le traité de Maastricht. Et ça, parce que nous avons su anticiper et parce que le peuple suisse a décidé, en toute connaissance de cause, qu'il fallait mettre un frein à l'endettement. Et aujourd'hui, de Washington et d'autres capitales européennes, on vient nous demander comment fonctionne notre frein à l'endettement. Donc, disons, un aperçu en demi-teinte. Pourquoi on me demande d'intervenir pour casser l'ambiance? Je ne pense pas. Mais parce qu'on ne peut pas parler de business model comme si vos entreprises vivaient en vase clos. Nous sommes dans une société où le législatif, le politique prend des décisions. Si j'ai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, il y a d'énormes défis, notamment pour vous, entrepreneurs vaudois. Je pense en particulier à la réforme des entreprises 3, une réforme fondamentale et qui pourrait amener une bouffée d'oxygène extrêmement utile à toutes les entreprises qui aujourd'hui ne bénéficient pas de statuts fiscaux, puisque, comme vous le savez, l'idée du gouvernement vaudois que nous soutenons, eh bien, c'est celle d'arriver à un taux unique qui pourrait se situer aux alentours de 13-14%. Merci pour cette transparence, parce que aussi, quand ça va un tout petit peu moins bien, c'est l'occasion de se réinventer. Et Lorenzo, s'il y a une compagnie qui a dû s'inventer totalement, ou en tout cas se réinventer globalement, c'est bien Suisse. Oui, c'est juste, si on fait un peu d'histoire, ce qui m'est mené aujourd'hui a commencé le 4 avril 1996, qui est une sorte de jour noir dans l'histoire de la Suisse romande, puisque c'est à ce moment-là que Swissair, à l'époque, annonce la suppression des longs courriers au départ de Genève,
qui a été vécu de manière assez traumatique par la Suisse romande. Ensuite, 2001, le 2 octobre 2001, le jour de mes 30 ans, anecdote intéressante, le grounding de la flotte de Swissair, 2002, la mise en faillite, 2004, l'acquisition par le groupe Lufthansa. Et depuis là, un long travail de reconquête et de reconstruction de ce qui a été, ce qui reste la compagnie aérienne nationale. Il est intéressant de constater aujourd'hui que Suisse transporte plus de passagers que ce que Swissair n'en a jamais transporté, que Suisse gagne plus d'argent que ce que Swissair n'en a jamais gagné. Alors oui, le marché a changé, il y a une croissance des passagers, etc. Mais quand même, peut-être une fois avoir le courage, et ce n'est pas un truc très helvétique, mais aussi de regarder une fois en avant. Et puis il restait un petit bout à faire, qui était de reprendre possession, de revenir en Suisse romande. Et puis depuis le mois d'octobre 2013, on a le courage de faire ça dans l'environnement le plus compétitif qui soit, puisque pour une compagnie aérienne comme Suisse qui vit principalement de son modèle long courrier, de venir s'exposer au modèle low cost d'une compagnie dont la couleur préférée est celle de Cédric, et je te jure que je vais t'offrir une cravate rouge un de ces jours. Mais je suis comme ça m'évite de citer le nom de la compagnie. Regardez Cédric et ça vous reviendra comme ça. Mais de s'exposer à ça, quand on est une compagnie historique avec un fonctionnement historique, ça oblige à aller même un peu plus loin que juste de se réinventer. J'ai pour habitude de dire que Suisse à Genève, c'est le laboratoire d'innovation de Suisse et du groupe Lufthansa. Et puis, je dois dire que des fois, je me sens un petit peu comme un cobaye dans sa roue, parce que ce n'est pas évident pour nos camarades suisses-allemands d'avoir, une Genferei à Genève dirigée par un roman, et deux, à qui en plus on a confié l'innovation. Ça, des fois, ça les angoisse un peu. Je comprends tout à fait. L'ancien correspondant du Blick a vécu ça pendant 15 ans. J'étais le chef de la réserve d'Indiens, mais c'était très agréable et on pouvait provoquer de temps en temps. Mais est-ce que vous ne craignez pas, en vous lançant sur ce marché où il y a la fameuse ligne aux couleurs orange, de sacrifier un peu ce qui a fait votre succès ces dernières années? Alors, on peut réinterpréter la question par dire, est-ce que Suisse va devenir une compagnie low cost ? C'est pas ce que j'ai demandé, parce que ce serait excessif. Et par provocation, j'aime bien dire oui. Je rêve de devenir une compagnie aérienne low cost. Et j'insiste sur le mot cost. Parce que si on arrive à avoir la même base de coûts qu'une compagnie aérienne low cost, et qu'on continue à vendre les billets au prix où qu'on les vend aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de 39 francs, 39 francs les simples, c'est là qu'on va faire la différence. Et le succès du modèle low cost, que ce soit dans l'aérien ou dans autre chose, ce n'est pas les prix bas. C'est une erreur sémantique. Ce n'est pas les prix bas, c'est les coûts bas. Et tout le monde rêve de faire du low cost. Même les marques horlogères de luxe rêvent de faire du low cost dans leur opérationnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément à Genève, c'est de réduire la façon qu'on a de fonctionner en termes de coûts, tout en gardant une prestation de service de très haute qualité, parce que c'est là qu'on peut ajouter de la valeur à ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien devenir une compagnie low cost. Christina, on voit mal Suisse voler exclusivement entre Genève et Zurich. L'Europe, le monde, est très important. Et l'Europe, quand on sait que c'est tout ou rien, si on veut renégocier la libre circulation, eh ben on renégocie tout. Et on sait que dans les accords, il y a les accords qui protègent, je dirais, notre compagnie aérienne. Décidément, je suis chargée de vous annoncer les pires nouvelles du jour, ma foi. Merci Isidore de poser la question de l'après 9 février, parce que c'est vrai que dans mes discussions avec les entrepreneurs qui sont quasi quotidiennes, c'est une discussion qui n'émerge pas ou très peu. Et ça commence à m'inquiéter, pour tout vous dire, parce que vous savez que l'initiative de l'UDC contient une date butoir pour sa mise en application, 3 ans. Il nous reste 1 an et demi en gros. Vous savez probablement aussi que l'Union européenne, pour l'heure, n'est pas entrée en négociation. Donc nous ne sommes pas assis à la table des négociations. Pourquoi ? Alors officiellement, la raison, c'est que
la libre circulation des personnes, des capitaux, etc., mais des personnes en l'occurrence, est à l'Union européenne ce que la démocratie directe est à la Suisse. C'est vous dire l'importance qu'attachent pas seulement les technocrates de Bruxelles, mais véritablement aussi les capitales. D'autant que, comme vous le savez, un certain nombre de pays aimeraient eux-mêmes, notamment la Grande-Bretagne, fermer leurs frontières. Pourquoi faudrait-il donc faire un cadeau aux Suisses alors qu'on ne veut pas l'offrir à ses propres membres? Nous sommes dans une réelle impasse. Et quand on a parlé de quadrature du cercle, ce n'était absolument pas, je verrai ça après, ce n'était sûrement pas une tournure de style. Effectivement, Isidore, vous le dites, dans les bilatérales 1, donc qui sont liées à la libre circulation, il y a 6 accords, dont le transport aérien. Et qu'est-ce que ça signifie? On écoutera Suisse, qui pourra le dire de manière encore plus crédible, mais en un mot, catastrophe. Pourquoi? Eh bien, pensez aussi à l'industrie. Vous créez des produits. On est ici, d'ailleurs, pour réveiller les entrepreneurs qui ne sommeillent absolument pas en vous, mais qui sont bien vivaces. Mais on est ici en cœur de l'innovation. Si nous devions perdre l'accord sur les obstacles non commerciaux avec l'Europe, vous savez ce que ça signifie? Chacun de vos produits doit être homologué dans chacun des pays de l'Union européenne dans lesquels vous voulez les exporter. Bureaucratie, coûts supplémentaires, personnel supplémentaire. Donc, à part ces accords techniques, la question fondamentale est qu'est-ce que la Suisse a gagné d'un isolement? Nous gagnons 1 franc sur 3 avec l'Union européenne, certains secteurs 60%, 70%. Deuxième question, est-ce que nous pouvons être ouverts mais rester souverains? La réponse, à mon avis, est oui. Nous avons notre démocratie, notre système, nous continuons à avoir nos propres politiciens, nos propres lois. Mais puisque nous sommes presque entre nous, on ne sait jamais qui est dans la salle, je vous dirais quand même qu'il ne faut pas jouer avec le feu à force de vouloir monter la population contre les étrangers, les travailleurs étrangers en particulier, je pense. Nous avons besoin de travailleurs étrangers, mais la colère gronde au sein de la population. Nous faisons très régulièrement des dialogues avec la population et nous le disent très concrètement. Ils ne comprennent pas, une partie de la population du moins, ne comprend pas pourquoi nos entreprises ont besoin d'autant de travailleurs qualifiés étrangers. Des mères me disent « j'ai peur pour mes enfants qui ont fait une longue formation et qui passent en Suisse de stage en stage » pendant des années. Ça ne s'était jamais vu. Et ces inquiétudes de la population, si nous ne les prenons pas en considération, eh bien vous pourrez, via vos cotisations directes ou indirectes Économie Suisse, nous donner même 40 millions pour mener campagne. Le peuple ne s'achète pas. Et c'est un peu un signal d'alerte que j'ai envie de vous dire. Réveillez l'entrepreneur qui est en vous. Je pense que c'est un très beau slogan, mais vous êtes des vrais entrepreneurs. J'ai envie de vous dire, réveillez le citoyen qui est en vous. Nous devons nous mobiliser si nous voulons conserver ce tissu économique ouvert sur l'Europe, notre voisin naturel et en tout cas notre premier partenaire commercial. Lorenzo, brièvement, sur cette position. Alors, sur cette position politique, qu'est-ce qu'il adviendrait pour Suisse? Alors, 2 messages. Le premier message, c'est qu'on est déjà très occupé, comme compagnie aérienne, à se réinventer dans l'aspect, l'environnement concurrentiel qu'on connaît aujourd'hui. Et je ne vous cache pas qu'on n'envisage pas de devoir se réinventer dans un environnement concurrentiel qui serait en plus bridé par la loi ou par les accords bilatéraux. Concrètement, pour Suisse, cela pourrait signifier qu'il n'y aurait plus de liaisons européennes opérées par des avions suisses. On garderait les liaisons intercontinentales au départ de Zurich et peut-être un jour au départ de Genève parce qu'on a des accords bilatéraux avec ces pays-là, l'Inde, l'Afrique du Nord, le Maghreb, tout ça, ça fonctionne. Mais que si demain vous avez besoin d'aller pour votre travail, pour vos entreprises, de Genève à Copenhague, si on devait arriver à cette extrémité-là, il vous faudrait envisager de retourner à ce qui s'appelait à l'époque le billet Eurorail, que je prenais quand j'étais jeune pour voyager en Europe, parce qu'il n'y avait pas EasyJet. Donc on prenait Eurorail. Moins de 25. Moins de 25. Mais c'est ça qui va arriver, ça va devenir d'une complexité inouïe, parce que chaque pays avec lequel on voudra commercer au niveau aéronautique, il faudra négocier des accords spécifiques avec le pays et avec tous les pays qu'on va survoler. Voilà, alors on va pas c'est un scénario, faire... très franchement, je ne fais pas de politique, ou très peu, et je ne suis pas en campagne.
Ça, c'est vrai. C'est un scénario que je ne vous cache pas que j'ai peur à envisager. En plus, moi qui suis plutôt quelqu'un qui réfléchit de comment on va faire marcher les trucs et pas tellement sur le plan B, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. Mais là, moi, je ne vois pas bien comme... Vraiment, je suis assez inquiet sur ce sujet-là. Parlons de faire marcher les trucs. Comment vous vous réinventez? Comment vous voyez, par exemple, pour vous, ces prochains mois, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec Suisse? Alors, les prochains mois pour Suisse vont être très agités, puisqu'on a 3 grands projets qui vont arriver. À partir du mois de janvier, on va accueillir, au niveau du trafic intercontinental, nos premiers nouveaux Boeing 777. Donc là, Suisse investit en Suisse 3 milliards de francs pour acheter 9 nouveaux avions. Pour opérer ces 9 nouveaux avions, on doit engager 500 personnes supplémentaires. On est bien d'accord, c'est Suisse, c'est pas la maison mère Lufthansa. Alors, ça se fait grâce à l'aide de Lufthansa parce que, et je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle, je pense que si une compagnie aérienne vient auprès d'une banque pour lui emprunter 3 milliards, on va nous demander de revoir notre business model et de refaire la table Excel une deuxième fois. Mais on a besoin de Lufthansa pour ça. On ne pourrait pas le faire sans Lufthansa. Donc là, à partir du mois de janvier, arrivée des 777. Deuxième grande chose, à partir du mois de juin, arrivée des bombardiers 6 Series dans la flotte. On a acheté 30 avions, 2 milliards d'investissements pour ça, qui vont remplacer nos Jumbolino et qui vont remplacer des Airbus 319. Ça, c'est d'innovation. Vous allez me dire, oui, mais c'est juste un avion. Non. Si on prend le bombardier C-Series, il consomme 20% de moins de carburant, il fait 50% moins de bruit que les Avro aujourd'hui. Donc pour les usages des gens qui vivent autour des aéroports, ça va être beaucoup plus confortable. Et ça va nous permettre de mettre sur le marché ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un produit, c'est-à-dire une cabine d'avion moderne, plus lumineuse, plus efficace. Vous aurez moins à attendre, on pourra mettre plus de bagages en cabine et on aura moins à en mettre en soute. Et troisième chose, on va continuer à innover sur le produit. La grande difficulté des compagnies aériennes en général, et chez Suisse c'est un peu plus particulier, on est très bon pour gérer nos coûts. Parce que si ça se passe, on dérive très vite dans les coûts, on a un petit peu de peine à bien vendre. Et là, on a commencé à se dire, mais on ne peut pas vendre toujours le même truc à tout le monde. En anglais, on dit « one size fits all », ça ne marche plus. Jusqu'à il y a 2 ans, à peu près 1 année et demie, quand vous achetiez un billet classe éco, vous aviez tout dedans, même tout ce que vous aviez pas besoin d'avoir ou pas envie d'avoir. Et on a lancé depuis quelques mois, et on va encore raffiner ça, des produits adaptables. Donc on commence par vous dire, notre prestation de base, c'est un siège d'avion, une ceinture de sécurité, pas si important, et un transport d'un point à un B, un point A à un point B, et tout ce que vous voulez en plus, réserver tel numéro de siège, 1, 2, 3, 4 valises, l'accès au lounge, la limousine qui vous amène sur le tarmac, tout ça, vous pouvez vous le faire à la carte. Et je pense que ça, c'est une première innovation pour une compagnie aérienne historique comme les Suisses. Clairement dans la philosophie de votre concurrent Orange. Sur le court courrier, oui, parce que je pense que le concurrent Orange nous a, en certaines parties, montré la voie. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Yves et Alex ce matin, qu'on n'a pas toujours besoin d'innover. On peut aussi rénover, et on appelle ça « steal with pride », pour encore utiliser un anglicisme. Mais je pense c'est pas facile d'innover dans l'aviation. C'est quand même, il y a un moment où vous êtes dans un cadre régulatoire très compliqué. Alors on a fait des calculs savants pour savoir que si on faisait voler les avions sur le dos, est-ce qu'ils consommaient moins de carburant? On est arrivé, heureusement pour vous, à la réponse que non, parce que vous seriez pendu dans les sièges. Et puis, il y a encore une chose. L'aviation vit dans un environnement extrêmement sécurisé, qui concerne l'opération aérienne. Et c'est capital qu'on vous offre un maximum de sécurité. Et de l'autre côté, il y a un trublion, dans mon genre, qui dit « je veux innover, je veux entreprendre ». Et vous le savez tous aussi bien que moi, à partir du moment où on commence avec ça, il y a une composante qui rentre dans le jeu, qui s'appelle le risque entrepreneurial. Et mettre en concurrence le risque entrepreneurial et la recherche de la sécurité absolue, il y a un moment où il y a un conflit. Donc on doit progresser par tout petits pas. On ne peut pas faire, je pense, dans l'aviation, de l'innovation, on va l'appeler comme ça, disruptive. C'est des petites choses, donc on est plus proche de la rénovation.
Mais cette insécurité, elle peut naître aussi à l'interne. Comment vous la gérez à l'interne? Comment est-ce qu'on fait progresser la culture d'entreprise, le personnel? On communique beaucoup. Je crois que le plus important, c'est aussi dans nos relations avec la maison mère à Zurich et la mère de la maison mère à Francfort, c'est d'être très très transparent et de beaucoup expliquer de pourquoi on fait, de comment on le fait, de quand on le fait. Des fois, on doit expliquer combien ça coûte, combien ça rapporte. Mais c'est aussi la mission qu'on a reçue à Genève, Suisse à Genève, et les équipes avec lesquelles j'ai le privilège de travailler, on a reçu ce mandat de fonctionner comme laboratoire d'innovation parce que c'est en train de devenir assez grand pour être reproductible et puis relevant. Donc si ça fonctionne, ça va fonctionner ailleurs. Et c'est juste assez petit encore pour que si ça ne devait pas marcher, ça ne coûte pas trop d'argent. J'imagine, Christina, que ce genre d'expérience, ça redonne de l'optimisme. On prend un vrai risque, certes mesuré, comme vient de l'expliquer Lorenzo, mais c'est vraiment un vrai risque d'entreprise pour avancer, pour aller plus loin. C'est une forme de réinvention. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'entreprise sans prise de risque, ça va de soi. Mais ce que j'ai retenu de plus marquant aujourd'hui, à part les excellents modèles, c'était une phrase, c'était « Ne vous arrêtez jamais sur la première idée ». Et j'ai envie de me poser la question avec vous. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux entrepreneurs ou est-ce qu'il faudrait aussi l'adresser à notre classe politique? Je pense en particulier à une réforme, certains dans la salle vont devenir rouges, mais ça ne fait rien. La stratégie énergétique 2050, 40% de notre électricité produite par des centrales nucléaires. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, le Conseil fédéral a décidé qu'on doit en sortir. Bien. Mais qu'est-ce qu'il nous met sur la table comme alternative? Des hausses de coûts massives, de l'essence, de toutes les formes d'énergie, gaz, mazout, etc. Mais on ne vous donne pas les chiffres, bien sûr. Parce que si on vous disait ce que ça va nous coûter, la plupart d'entre vous diraient non, c'est juste pas supportable. Donc, est-ce qu'il faut toujours s'arrêter à la première idée? Est-ce qu'il ne faut pas parfois aussi, dans les milieux politiques, se dire, bon, on a agi sous le coup de l'émotion, Fukushima, etc. Mais est-ce que la cadence qu'on veut donner à cette sortie du nucléaire sur laquelle le peuple sera amené à s'exprimer, eh bien, est-ce qu'on entendra aussi la voix des entrepreneurs? Parce que vous êtes les plus grands consommateurs d'électricité en Suisse. Alors, vous comprenez, je sais que vous avez besoin de journées comme aujourd'hui pour sortir la tête du guidon, comme l'a dit très bien quelqu'un. Je sais que ce soir, vous rentrez dans vos entreprises et que vous travaillez non-stop, très lourdement. Mais si on n'entend pas la voix des patrons, et par patron, je pense aux PME en particulier, dans le débat public, eh bien, on va nous imposer une série de carcans législatifs comme celui-là. Les 12 derniers mois de cette année, il y a eu 10 campagnes de votation qui vous concernaient directement ou indirectement que nous avons menées. La dernière en date, vous la connaissez très bien, celle sur les successions. On a eu aussi celle sur le salaire minimum. On a eu celle des COPOP. On a eu celle sur l'or de la Banque nationale. On a eu la taxe énergétique qui devait remplacer la TVA. Eh bien, moi, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui, mais je montre à nos membres et à certains cercles la liste des votations qui nous attendent et qui vous concernent. Pour les 2 prochaines années, 20 votations. 20 votations qui vous concernent directement. Alors, ce n'est pas le rôle d'Économie Suisse de se demander si il n'y a pas un recours aux outils de la démocratie directe à des fins de marketing politique. Le débat est lancé, très bien animé par Avenir Suisse, qui est un think tank, qui a une liberté aussi plus large que nous. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, encore une fois, pour que même des entreprises aussi établies que Suisse ou celles qu'on a entendues ce matin puissent se développer, eh bien, il faut que les conditions cadres soient compétitives. Et il y a tellement de dossiers qui, logiquement, vous échappent, mais sur lesquels nous essayons de défendre vos intérêts. Mais nous avons aussi besoin que parfois vous sortiez du bois, ne serait-ce que dans votre entourage. On ne vous demande pas forcément de passer au téléjournal, mais qu'on vous entende, qu'on entende vos préoccupations et votre raisonnement. Quand il faut sabrer dans les coups, quand il faut s'y retrouver,
et qu'on vous prépare de réforme en réforme des nouveaux coups, comment est-ce que vous allez réagir? Et il sera trop tard pour certains. Vous serez déjà partis ailleurs. Voilà, le temps passe vite. Elle est en train de détourner le thème. Hein. C'est entrepreneurs, réveillez-vous. Hein, là. Mais enfin, après le repas, c'est peut-être pas si mal comme slogan. Merci Christina, merci Lorenzo. Je vous prie de rejoindre votre Même table. si j'écoutais, hein, je laisse la liberté de choix. Merci.